table ronde qui est dédiée donc sur les thérapies numériques et intelligence artificielle. Tendance confirmée, on n'a pas mis de point d'interrogation à la fin, puisque je pense que Damien Mouvou et tous les autres intervenants en ont parlé. Donc nous avons, pour parler de ce sujet, donc nous avons Fabrice qui est resté avec nous et qui continuera à être le grand témoin. Nous avons donc Aurore Gérigné. Vous êtes donc la vice-présidente de Ethypharm Digital Therapy. Vous allez nous expliquer dans quelques minutes ce que fait cette structure. Et puis nous avons également le docteur Thierry Marquet. Vous êtes le directeur de l'accès à l'innovation pour les patients donc chez Takeda. Et vous représentez également une association de plusieurs laboratoires japonais et qui ont diffusé il y a quelques jours, quelques semaines, une étude passionnante sur l'IA que vous allez donc nous parler. Donc on va commencer par vous, Aurore. Dans la table ronde précédente, nous avons eu donc Abbott. On a parlé notamment au CES avec une nouvelle approche d'avoir de la technologie qui vient influencer un peu les business models de ces industriels. Vous n'êtes pas Ethypharm, vous êtes Ethypharm Digital Therapy, donc une autre entité. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer en quelques mots cette spécificité qui montre aussi la stratégie dans les thérapies numériques et puis également peut-être la thérapie qui aujourd'hui est un peu le cœur de votre stratégie de développement? Oui, tout à fait. Merci Jérôme. En fait, donc Ethypharm Digital Therapy, c'est une toute jeune société puisqu'elle a été créée en avril de l'année dernière. Elle appartient effectivement au groupe Ethypharm, qui est un groupe français, un laboratoire pharmaceutique. Et la volonté du président d'Ethypharm, donc Bertrand Deluard, était véritablement de créer une entité indépendante et autonome afin de se spécialiser sur les thérapies numériques. Donc la volonté de Ethypharm Digital Therapy et notre mission, c'est vraiment de mettre sur le marché européen des thérapies numériques cliniquement prouvées. Et ça, c'est vraiment ce qui est très important pour nous. Et donc finalement, on pourrait dire qu'on est à la frontière entre un laboratoire pharmaceutique et une start-up en thérapie numérique. Donc on est un modèle assez unique, formé d'une équipe dynamique, très entrepreneur. Et puis, cette structure indépendante et autonome nous permet d'être très agile et d'agir très vite, ce qui fait qu'on va être prêt dès le printemps à pouvoir mettre sur le marché français et anglais notre première thérapie numérique qui est Deprexis. Alors voilà. Deprexis, vous allez peut-être nous le présenter là en écran, mais qui répond à aussi une des tendances, enfin qui s'inscrit dans une des tendances qui a été décrite tout à l'heure, qui est la santé mentale, une grande tendance de 2022. Tout à fait. Donc est-ce que voilà, concrètement, toujours dans le même esprit de cette conférence, de donner des exemples concrets pour les patients et pour le santé, comment fonctionne cette thérapie numérique? Alors Deprexis, c'est une thérapie numérique, une psychothérapie numérique même, basée sur les thérapies cognitives et comportementales et puis sur la psychologie positive, qui sont des thérapies couramment utilisées dans la prise en charge d'un patient dépressif. Donc Deprexis est indiqué donc, pour le patient adulte de plus de 18 ans qui est atteint d'une dépression. L'intérêt de cette psychothérapie, c'est qu'elle est personnalisable et individualisée en fonction des besoins du patient, qui va, sur un parcours de 3 mois, réaliser des exercices et puis toute une conversation avec cette plateforme et qui va l'encourager à mettre en pratique ces outils pour aller mieux et donc obtenir à terme une rémission et en tout cas une amélioration de sa dépression. L'intérêt de Deprexis, et ce qui en fait aussi toute son unicité aujourd'hui, c'est que c'est une thérapie numérique à visée thérapeutique et qui a également fait la preuve de son efficacité. Et c'est pour ça que Deprexis nous intéressait particulièrement, nous, Ethypharm, puisque c'est une thérapie qui a été développée par une société allemande depuis plus de 10 ans et qui a eu l'opportunité de réaliser plus d'une douzaine d'études cliniques randomisées sur près de 3000 patients et qui a prouvé à chaque fois une efficacité significative sur les échelles de dépression. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un package clinique robuste pour pouvoir espérer un remboursement, puisque c'est notre objectif aujourd'hui. Alors, je vois, Aurore, que notre grand témoin, lorsque vous avez parlé d'essais cliniques ou d'études randomisées, a bien sûr réagi. Fabrice, est-ce que vous pouvez peut-être avoir un regard sur cette thérapie numérique, puisque vous en êtes quand même un des experts du domaine? Merci Jérôme. Alors c'est vrai que là, entendre parler d'emblée d'autant d'essais cliniques randomisés, c'est remarquable, ça prouve
la prise de conscience initiale des concepteurs de la nécessité de valider la performance de l'outil, et c'est d'autant plus important que dans le domaine de la dépression, c'est difficile de faire sans les essais randomisés, puisqu'on sait que dans les bras placebo, il y a déjà en général 25 à 30% d'amélioration avec un placebo des troubles de l'humeur associés à cette dépression. Donc c'est vraiment un modèle de développement clinique qui, on ne voit pas comment effectivement ne permettrait pas à l'outil d'arriver à un remboursement. En plus, c'est une thérapie non médicamenteuse, ce qui est un enjeu majeur aussi, puisque si j'imagine que c'est pour certains stades spécifiques de la dépression, mais il y a déjà des thérapies digitales qui commencent à être en non-infériorité, comme on dit, c'est-à-dire à avoir l'équivalence en termes d'efficacité que les thérapies médicamenteuses, et bien sûr que celles-ci seront privilégiées en termes d'accès au remboursement. Et elle est déjà disponible en France ou alors encore en Allemagne ? Alors, elle est disponible en Allemagne. Elle va arriver en France d'ici le printemps. Notre volonté, même si effectivement on travaille à l'obtention d'un remboursement, c'est au vu du contexte sanitaire et de l'urgence véritable concernant les patients souffrant de dépression, on souhaite mettre à disposition des patients et des professionnels de santé, donc dès maintenant, cette thérapie numérique qui sera disponible d'ici le mois de mars sur les plateformes d'accès. Alors, pour juste rebondir sur votre point et votre commentaire sur à qui s'adresse Deprexis, il faut savoir que Deprexis s'adresse à tout patient qui a un diagnostic de dépression. Et d'ailleurs, les études cliniques, parmi les 12 études cliniques, il y en a quand même plusieurs qui ont été réalisées chez des patients même sévères, des patients même hospitalisés, des patients en comorbidité. Donc en fait, il y a un vrai panel et potentiellement, Deprexis s'adresse à tous ces patients-là. Voilà. Merci. Merci. Oui. Alors, je prends la suite, Jérôme, même si vous avez un peu divulgaché, pour parler bon français, ma question tout à l'heure. Alors, bonjour, docteur Marquet, je vais revenir avec vous sur l'étude qu'a évoquée donc, Jérôme en préambule, l'étude qu'a publiée l'AJPF et IQVIA sur les impacts de l'intelligence artificielle en médecine. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les enseignements? Quels sont-ils, globalement? Bonjour à toutes et tous, merci pour cette question. Avant, je voulais un peu réagir sur la matinée en tant que soignant, professionnel de santé à l'origine. En fait, pour moi, on est à l'aune d'une évolution et peut-être d'une révolution. Et quand j'ai expliqué ce matin ce que j'allais faire à cette conférence à mes enfants, je leur ai expliqué, voilà, pour moi, tout ce qui va être numérique, la santé, ce que vous avez dans vos smartphones, c'est pas autre chose que l'exosquelette de vos héros Marvel. C'est-à-dire, en fait, vous allez décupler un certain nombre de choses, mais on n'oublie pas qu'au cœur de tout ça, c'est au service de 3 dimensions extrêmement importantes. Le premier, c'est les patients, et que rien ne se fait sans eux, la co-création. Les deuxièmes, c'est l'entourage proche des patients. C'est très important parce que ça veut dire, vous savez que les aidants familiaux, il faut dire par exemple que 2 aidants sur 10 en ce moment de gens malades, c'est des gens de moins de 35 ans. Nous, on le sait, on est spécialiste mondial des traitements dans les maladies rares, c'est des enfants. Donc on parle de ça aussi, pas seulement les personnes âgées. Il faut voir différemment notre société au jour d'aujourd'hui. Et enfin, les soignants. C'est à leur service aussi qu'on doit mettre à disposition toute cette technologie. Et probablement avec 3 objectifs, et ça va me permettre de revenir à votre question. Le premier, et on le voit bien en santé mentale, c'est, je pense, là où ça peut être le plus pertinent, c'est la prévention. Prévention primaire, prévention secondaire. Très clairement, la prévention est le parent pauvre de nos systèmes de santé. Et ne parlons pas de la santé mentale. Donc, si on associe les deux, on peut faire des choses. Vous avez raison, professeur Denis. Et il faut y aller avec ces solutions. Donc, je pense que là, c'est extrêmement important, la prévention. Ensuite, la fluidité des parcours. Je suis gériatre, j'ai dû travailler en sanitaire et en médico-social. Eh bien, tous ces mondes-là ne se parlent pas. Ils sont quasi... Bon, ça va de mieux en mieux, mais
il faut qu'ils se parlent de plus en plus, parce qu'il y a le parcours de soins, c'est le sanitaire, le parcours de santé, sanitaire et médico-social, et parcours de vie, où vous rajoutez le social. Eh bien, on ne pourra pas mailler toutes ces dimensions s'il n'y a pas quelque chose de puissant qui peut être qui peuvent être ces solutions pour pouvoir relier tout ça ensemble et donner une cohérence au tout. Et en particulier en santé mentale, vous avez raison. C'est très important. Et enfin, l'évaluation. L'évaluation qui est mon sujet, puisque je suis, moi, le directeur de l'évaluation et de la mise à disposition en market access des médicaments de ma compagnie. Et il est très clair que ma mission, c'est d'évaluer, c'est de mettre en valeur, c'est évidemment de faire fonctionner la recherche. Et si je peux juste vous dire comment est organisé un peu Takeda en termes de recherche et pourquoi la donnée est importante avant de vous parler des Japonais, eh bien regardez, nous sommes focalisés sur quelques aires thérapeutiques, 4. Les maladies rares, on est leader mondial. L'oncologie, les neurosciences, donc la santé mentale c'est pour nous, on est dans les troubles du sommeil par exemple. Et puis effectivement, la gastroentérologie, le plasma, les médicaments dérivés du plasma et les vaccins, donc la biotechnologie, dans toute sa splendeur, toute la palette de la biotechnologie. Pour ça, on a mis en place 3 plateformes intercontinentales. Au cœur de cette recherche et développement, les 3, c'est quoi? C'est une plateforme de thérapie cellulaire, une plateforme de thérapie génique et quoi? Une plateforme de la science des données. On met au même rang de nos niveaux d'implication, d'investissement, la science des données et ces autres types de plateformes. Et ça m'amène à switcher sur l'intelligence artificielle. Et pourquoi les laboratoires japonais se sont saisis de cette affaire? Puisque vous savez que nous partageons avec le Japon bon nombre de choses, en particulier le vieillissement de notre population. Eh bien, les Japonais ont investi massivement sur des plans gouvernementaux autour de la e-santé et de l'intelligence artificielle. Massivement. Et pourquoi? Pour avoir l'ambition d'en devenir le leader mondial, comme nous l'avons aussi. Donc, il va y avoir de la compétition. Et on s'est allié avec les 9 laboratoires japonais pour proposer cette étude sur l'évaluation d'un certain nombre de propositions. Alors, c'est un peu plus large que l'intelligence artificielle, parce que c'est, on va dire, la médecine algorithmique qu'on a évaluée. Mais on a montré des choses assez exceptionnelles. D'abord, c'est efficient. Alors, il y a différents types d'efficience. Efficience économique, ça fait gagner des sous au système de santé. Efficience en termes de qualité des soins. Et c'est là où c'est très très important d'avoir ces outils pour soulager les soignants de tout ce qu'ils doivent faire comme tâche pour renseigner je ne sais quoi et les détourner de ce que j'appelle leur cœur soignant. D'accord ? Parce que c'est ça que veulent les soignants. C'est retrouver le cœur soignant pour les patients. D'accord ? Ils veulent être dédouanés de toutes ces tâches administratives que le numérique en santé peuvent venir évidemment. Voilà. Donc il y a eu plein d'enseignements, c'est disponible et ça a été publié avec effectivement très récemment, vous aviez raison, avec la revue pharmaceutique du mois dernier, du mois de décembre. On va mettre en ligne les résultats de cette étude, mais on voit de l'efficience, on voit les freins aussi. On voit les conseils qu'on peut donner au système, en particulier de la lisibilité aux industriels concernant l'accès au marché des solutions. Parce que ça, c'est clé. Pour donner un avenir, il faut donner aussi quelque chose qui ait une lisibilité économique. Donc on voit toutes ces dimensions autour de l'intelligence artificielle. Et pour finir, nous, chez Takeda, je vous ai dit, au cœur de la R&D, on met cette plateforme de la science des données et du numérique. C'est très important de savoir aussi qu'en filiale, par exemple, nous modifions les profils de recrutement au sein, par exemple, de l'accès. J'ai recruté dans mon département pour la modélisation, en particulier médico-économique, pour tous ces aspects de in silico, de démonstration in silico, des essais in silico, pour l'intelligence artificielle qu'on doit développer. J'ai recruté un docteur en mathématiques
appliqués en santé. C'est des nouveaux profils. La patronne de mon unité de génération de données en vie réelle, elle est ingénieure agronome, ingénieure de formation. Elle a 30 ans dans la santé, mais elle est ingénieure de formation. Voilà. Les profils sont nouveaux et je pense que l'industrie pharmaceutique en particulier doit aussi aller vers ce mouvement et on doit aussi former des gens dans ces nouvelles dimensions, c'est très important. Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire Thierry sur 2 éléments. On va en parler dans quelques minutes avec Isabelle Laforgue d'AstraZeneca qui vient du monde notamment des télécoms, qui vient du monde des startups et qui n'est pas un pur produit, peut-être comme on peut le connaître bien sûr dans les laboratoires pharmaceutiques. Et vous venez d'évoquer un sujet qui, je crois, Aurore, vous tient à cœur, c'est notamment sur la formation des pôles de santé, parce que c'est un vrai enjeu pour les thérapies numériques d'avoir cette formation. Donc si vous pouvez conclure sur ce point, avant peut-être d'évoquer aussi le sujet sur l'international, puisqu'on va en parler dans quelques minutes avec Elsa Rive de Business France. Alors tout à fait. C'est vrai que l'enjeu de Deprexis aujourd'hui sur le marché, il est à plusieurs titres. Donc évidemment, il y a un enjeu d'accès au marché, hein, vous l'avez tous bien souligné, et il est évident. L'accès au marché, il va même plus loin que le remboursement, hein, parce que justement, il va sur quelle dispensation, finalement, on va faire de cette thérapie numérique. Cette thérapie numérique dans la dépression, elle va s'adresser à des patients, on est sur 3 millions de patients dépressifs avant Covid. Hein, là, dernièrement, il y a eu une publication cette semaine qui expliquait que dans les Hauts-de-France, post-Covid, il y a plus de 600 000 patients dépressifs, rien que dans les Hauts-de-France. Donc c'est monumental. Donc on va s'adresser à énormément de patients. Et donc cet accès, cette dispensation, comment doit-on la faire ? Autre point et autre défi, justement, dans cet accès, c'est comment former professionnels de santé, comment former les patients à l'utilisation de cette thérapie numérique. Et je sais ce sujet a été évoqué lors d'une table ronde précédente, hein, la formation des professionnels de santé, elle est cruciale. Pour nous, c'est un enjeu majeur. Pour reprendre justement l'exemple de la dépression, évidemment que la dépression, elle va s'adresser à des psychiatres, hein, que les psychiatres, évidemment, sont les premiers acteurs de la prise en charge de la dépression, mais on sait aussi qu'énormément de généralistes, et 80% finalement des dépressions, se retrouvent dans le cabinet du médecin généraliste. Et donc, il faut pouvoir atteindre ces médecins généralistes, les former, leur expliquer dans quelle mesure la thérapie numérique va pouvoir s'intégrer dans leur prise en charge quotidienne, leur faire comprendre ça. Ils sont extrêmement intéressés. On revient de l'encéphale, le premier congrès de psychiatrie qui avait eu lieu la semaine dernière. On a été bluffé par l'enthousiasme et la curiosité et le vrai intérêt des professionnels de santé vis-à-vis des thérapies numériques. Et ça a été une très très belle surprise pour nous. Et on ne s'attendait pas à autant d'enthousiasme vis-à-vis de cette thérapie numérique et de la part des professionnels de santé. Donc c'est vrai que nous, on va faire énormément en tant qu'industriels pour former ces professionnels de santé, mais on a vraiment besoin aussi du soutien des autorités, des gouvernements qui vont pouvoir accélérer cette formation. Et pour nous, c'est un enjeu clé aussi pour permettre in fine, finalement, que tous les patients qui doivent avoir besoin de cette thérapie numérique puissent en bénéficier. On va en parler dans quelques minutes avec Mathieu Faure, qui est expert formation à la délégation numérique aux santé du ministère de la Santé, qui est vraiment dans cette approche et que David Sinetti avait déjà évoqué. Fabrice, nous touchons à la fin de cette conférence. On va reparler bien sûr tout à l'heure de cette partie internationale. Peut-être un mot de conclusion avec votre casquette de grand témoin, et notamment par rapport à ce qui a été dit par Aurore Gérinier et le docteur Thierry Marquet. Merci Jérôme. Comme conclusion, en fait, ce n'est pas une conclusion, c'est le début d'une nouvelle ère qui vient de s'ouvrir, à laquelle peu croyaient il y a encore 2 ans, pour laquelle clairement l'épidémie a accéléré les besoins, la technologie et même les possibilités d'évaluation. Qui aurait cru il y a 2 ans qu'on se poserait la question de faire des évaluations en vie réelle pour des dispositifs médicaux? Ce serait fait rire au nez. Et maintenant, on dit non, c'est quand même la meilleure manière, puisque la vraie vie, c'est quand même mieux que les essais randomisés pour certaines catégories et types d'évaluation.
Donc la technologie, la formation, on l'a vu, ça reste encore un parent pauvre. Moi, je rêve que demain, il y ait des professeurs de e-santé dans toutes les facultés et que les étudiants, lorsqu'ils font leur certificat de cardiologie, eh bien, on leur montre dans le panel des choix thérapeutiques le traitement et le dispositif médical thérapeutique. Ça va arriver puisque les niveaux de preuve sont là. Donc il y a encore quelques étapes à franchir, mais bon, l'accélération exponentielle qu'on est en train de vivre devrait favoriser tout cela. Très bien. Écoutez, professeur Denis, un grand merci pour votre regard en tant que grand témoin. Je pense qu'on pourra vous suivre, pareil, sur les réseaux sociaux avec tous vos projets. Aurore Gérinier, merci pour votre témoignage. Et puis également le docteur Thierry Marquet. Je vous propose, bien, après ce regard notamment de la e-santé française, qu'on regarde également celui des États-Unis. On sait qu'en termes de technologie, c'est souvent un pays qui est regardé. On vient d'en parler avec le CES. Et donc, nous allons vous proposer pendant quelques minutes une vidéo donc, de Elsa Rive, qui est donc la directrice santé de Business France et qui, grâce à sa capillarité avec les différentes entités en Amérique du Nord, donc aux États-Unis et au Canada, va nous offrir un regard assez intéressant de ce qui se passe aux États-Unis sur les levées de fonds et également aussi sur les tendances que nous pouvons voir. Merci encore à vous trois et on se retrouve dans quelques minutes pour la fin de cette conférence.